Bienvenue à toutes et à tous à la boutique Potemkin. On est très heureux de vous accueillir. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc, nous existons depuis 17 ans en tant qu'éditeur, éditeur DVD, puis en tant que boutique. On essaie de rassembler des DVD, des Blu-ray, des ouvrages autour du cinéma, autour des films qui nous plaisent, du patrimoine et des films plus contemporains. Et régulièrement, depuis une dizaine d'années, on organise des rencontres avec des cinéastes, avec des écrivains, avec des critiques. On profite d'une actualité, d'une sortie de livres ou de DVD pour créer un espace de discussion qui dure à peu près 1 heure. Et puis après, il y a la dédicace de l'ouvrage de DVD qu'on met en avant. Et ce soir, je suis très heureux d'avoir que l'on parle d'un métier dont on ne parle pas très souvent ici, à la boutique, malheureusement. C'est le métier de directeur de la photographie. Ce sont les éditions de l'Œil qui ont eu la très très bonne idée de sortir cet ouvrage, La fabrication de l'image au cinéma. Un ouvrage qui est dirigé par Caroline Champetier, et une universitaire aussi pas une universitaire. Une universitaire. Si, de Elle est l'ENS. absolument universitaire. Jusy Pisano. Voilà, Jusy Pisano, exactement. Ouais. Donc vous avez co-dirigé cet ouvrage, et puis... En fait, j'ai simplement... Attendez, Caroline, je vous donne le micro, mais je finis juste ma phrase, et après je vous donne la parole. Donc Caroline qui est là, qui est ici, Agnès Godard qui est présente, et Jean-Marie de Rejoux qui est présent. Donc 3 directeurs de la photographie, directrices de la photographie, je ne me trompe pas dans les mots, et voilà, qui participent à cet ouvrage. Déjà, première question, je vous présenterai, je ne vais pas faire une présentation qui sera trop longue de votre filmographie, parce que c'est un défi, assez, il y a beaucoup de films dont on pourrait parler. Mais tout simplement, déjà, Caroline, pourquoi cet ouvrage? D'où est-ce qu'il vient? C'est un truc qu'on ne veut pas dire, mais là on vous le dit à vous. Mais c'est pas dans l'ouvrage, c'est que quand le confinement a été instauré, au bout d'une semaine, 10 jours, moi je me suis dit très vite, mais les étudiants, quoi. Et on a parlé un peu entre nous. Moi, j'aurais eu assez envie de faire des entretiens particuliers avec les étudiants, c'est-à-dire des coups de téléphone, et puis très vite, cette idée de faire des conférences et de les mettre en ligne, et qu'elles soient finalement le plus public, large possible. C'est fait le jour. Il y a eu des gens formidables à Louis Lumière, comme Laurence Télin, qui ont organisé techniquement la chose. Et on faisait ces conférences quelquefois c'était terrible parce qu'on voyait en bas 2500, 2600, 2700, quelqueufoi il y avait 3000 personnes qui écoutaient. Et donc ça a été assez fantastique. Et il y a eu une sorte de mouvement comme ça, commun, de parole autour du cinéma, avec ces étudiants qui posaient des questions formidables. Il y a eu des rencontres entre opérateurs. Et le confinement passé, on a relu, l'été suivant j'ai relu, et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose à faire. Et voilà. Donc, c'est quand même une situation particulière, et je dirais un désir d'échange particulier qu'on n'a pas toujours. Et c'est bien aussi, on est très content justement de venir parler avec vous, parce que finalement notre métier, en parler nous fait progresser beaucoup, quoi. Parce qu'on est forcé d'aller dans des retranchements, de choix, d'explications, de pédagogie, et que ce livre est la preuve, quoi. Et surtout son succès, parce que il a été tiré à 1000 exemplaires, il est déjà épuisé. Wow. Non, mais ce que je peux juste ajouter, c'est que c'est très agréable ce type d'ouvrage, parce qu'on sent vraiment qu'on est face à une somme qui a énormément de portes d'entrée, il y a énormément de personnalités différentes, et il y a une façon dont est structuré l'ouvrage qui donne une porte d'entrée thématique sur les décors, sur les relations avec évidemment les réalisateurs, sur énormément c'est très stimulant.
et les personnalités, et les films aussi, parce que parfois, deux chefs opérateurs parlent d'un film, ils parlent du film de l'autre. Donc on sent aussi dans ce métier quelque chose, une vraie curiosité du travail de l'autre. Peut-être Agnès, dire quelques mots sur ces entretiens-là et sur comment vous l'avez... Oui, Caroline a très bien résumé. Peut-être que ce que je dirais aussi, ce qui a été vraiment formidable, c'est que, donc à l'initiative l'idée de Caroline, et puis c'est vrai, aidée de Josie Pisano et Laurence Télin, qui est beaucoup en rapport avec les étudiants. Il se trouve que ça a vraiment été un échange parce que les étudiants, eux, ont décidé d'organiser des choses, ont choisi un peu parfois des sujets, des personnes, et c'est ce qui est traduit dans le livre. En effet, vous avez tout à fait raison, c'est la diversité, la variété, toutes les personnalités, tous les films, la différence des films, enfin la variété. C'est ça qui est vraiment bien, c'est-à-dire que il y a des goûts qui se sont exprimés, des directions, mais ce sont que des directions possibles au fond. C'est pour ça aussi un peu que on peut dire, j'espère que le cinéma c'est un peu inépuisable, mais ça c'était vraiment, vraiment formidable, quoi. Voilà. Et c'est vrai que le regroupement dans le livre a été vraiment l'architecture du livre très, très bien faite. Jean-Marie, peut-être. Alors, c'est vrai que quand on lit le livre, moi, bon, qui ne suis pas du métier, il y a certaines phrases qu'on lit à plusieurs reprises. Parfois, on peut tomber dans de la technique, qui est, dans les focales, les diaphragmes, les ouvertures, les types de caméras. Bon, voilà, on doit prendre un peu, on doit rechercher tout ça. Vous êtes Jean-Marie, comment vous l'avez, ces échanges, comment vous les avez vécus? Si je peux rajouter juste quelque chose, c'est vrai que c'était beaucoup le souhait des étudiants aussi, les thèmes des rencontres, et de réunir certains opérateurs entre eux. Moi, j'ai beaucoup coordonné tout ça, donc j'étais en charge d'appeler les gens pour justement pouvoir organiser ces rencontres entre les opérateurs. Et c'était vraiment des souhaits d'étudiants de dire, tiens, ça serait bien que ce sujet-là soit abordé par tel opérateur qui discute. Oui, d'accord. Après, les opérateurs le directeur de la photo, se sont aussi dit, tiens, oui, j'aimerais bien que ce soit avec, que je partage cette discussion avec un tel, etc. Donc ça, c'est vraiment, ça a été, ça s'est fait, tout s'est fait naturellement. C'était vraiment très agréable à organiser les thèmes, et puis c'était vraiment les thèmes qui étaient chers aux étudiants. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'il y a une courte présentation aussi souvent du chef opérateur. Je fais cette porte d'entrée. Je vais poser quelques questions et puis après je fais passer le micro. Donc préparez vos questions déjà. La question de la formation et votre découverte de ce métier et les personnes avec qui vous l'avez appris. Moi, j'ai pris conscience de ça, que c'était très important d'être formé, mais aussi il y a vraiment un chef opérateur référent, une sorte de maître. Il y a vraiment des généalogies comme ça qui se tissent. Alors, ça c'est notre génération. Voilà, alors, on est à peu près de la même génération. Et ce métier, on est passé tous les trois par des écoles. Et on a, je pense, tous les trois des longues collaborations. Vous, par exemple, c'est William Louchansky. Moi, c'est Louchansky, oui. Voilà. Mais c'est une chose différente. Aujourd'hui, ça se passe différemment. Et ça nous perturbe beaucoup. C'est-à-dire différemment C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a des jeunes gens qui sortent et qui se disent « je suis directeur de la photo ». Ça ne nous serait pas venu à l'idée. Nous, on voulait rentrer dans des équipes. On savait qu'on serait troisième, deuxième, premier. Assistant. C'est ça, voilà. Troisième assistant, deuxième assistant, premier assistant, peut-être cadreur. Je ne sais pas si tu as été cadreur, toi, Jean-Marie. Très peu. Et il y avait quelque chose d'un peu vertical qui est très confortable, je considère d'une certaine manière. Et là, aujourd'hui, ça se passe différemment. C'est quelque chose d'ailleurs dont j'aimerais pouvoir plus parler avec les jeunes qui embrassent ce métier. Et on voit que ça change énormément. Oui, du coup, il y avait des écoles, parce que quand vous travaillez 8 ans avec un directeur photo, vous pénétrez quelque chose de sa pratique. Donc, vous savez la répéter, celle de Louchansky, je l'avais comprise, mais je m'en suis aussi écartée. Voilà. Il y a un moment donné où j'ai compris que ce rapport au contraste
au contraste. Renato est là pour. Il connaissait aussi très bien Chomsky. Ce rapport au contraste qui était quand même assez uniforme chez Willy. C'était quelque chose d'assez tracé, quoi. Moi, j'ai eu envie de. D'accord. Il n'est jamais d'accord. J'aurais dit j'étais d'accord. Je ne m'émeus pas du tout du fait que Mais entre être d'accord et pas d'accord, il y a des limites. C'est toute une affaire de contraste, hein, voilà, c'est ça. Sur l'apprentissage, moi, c'est un métier qu'on peut faire, on ne va pas dire nos âges, mais c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à 80 ans. Je ne sais pas si nous, les femmes, on ira jusqu'à 80 ans, mais, donc autant l'apprendre bien. Donc, moi, ma position, c'est que oui, travailler avec un directeur photo, c'est important. Chomsky qui a été, qui a été le directeur de la photographie des films de Godard, Rivette, je ne vais pas les citer, mais Straub, Sicilia. Voilà. Oui, non, moi je voulais juste dire par rapport à moi, c'était la même chose, c'est-à-dire que moi, quand je suis sorti de l'école, j'ai écrit quelle école? Moi, c'était l'ESSEC, une école privée. Je suis sorti en 79 et j'ai écrit à 5 opérateurs dont j'admirais le travail. Donc, il y avait Ricardo Aronovitch, il y avait Pierre Lhomme, il y avait Bruno Lutel, Yves Lafaille et Renato qui était là. Et il y en a 3 qui m'ont répondu. Renato m'a répondu, Ricardo m'a répondu et Yves Lafaille a répondu. Et j'ai travaillé avec les 3. Voilà. Et puis donc après on suivait tous ces gens parce que bon, c'était des gens qui étaient accessibles, donc on pouvait travailler avec eux après dans les équipes. Mais on avait aussi d'autres admirations. Moi j'ai beaucoup été influencé par Toraro par exemple. C'était mon époque. Il parlait des chefs harmonistes. Voilà mon parcours. Agnès, vos années de formation? Oui, moi j'ai été à l'IDEC, la même école que Caroline. Et alors moi j'ai eu un parcours peut-être un tout petit peu différent, parce que j'ai jamais été ni troisième ni seconde, j'ai été tout de suite première assistante caméra. Et en fait c'est parce que le chef opérateur qui m'a proposé de travailler comme ça, c'était Henri Alcan, qui était déjà un monsieur d'un certain âge. C'était pour un film de Wim Wenders et c'était assez étonnant. Mais il était formidable parce que je lui ai dit mais c'est pas très possible parce que je l'ai jamais fait. Il m'a dit c'est pas grave, il n'y a que moi qui le sais. Donc voilà. Et puis après du coup j'ai rencontré Sacha Vierny qui était un peu plus jeune qu'Henri, mais enfin voilà. Et puis des films avec Wim et du coup j'ai travaillé avec Robbie Muller. Donc c'était des opérateurs de générations différentes et voilà. Après moi j'ai été cadreuse sur pas mal de films. J'ai fait plus de films comme cadreuse que comme assistante. Et puis voilà, ça c'est enclenché comme ça. Mais qu'est-ce qui vous reste de ces périodes de formation encore une fois, dans votre façon de travailler, de quoi vous sentez-vous l'héritière peut-être du travail avec Henri Alcan par exemple, pour mémoire La Belle et la Bête, Cocteau, le jour où j'ai travaillé, je vais répondre autrement, le jour où j'ai travaillé avec Robbie Muller, j'ai eu l'impression d'être pleinement dans mon temps, dans mon époque, si vous voulez. Et j'admirais profondément, énormément, et le travail d'Henri Alcan et le travail de Sacha Vierny. Mais on était déjà arrivé à un autre endroit, ne serait-ce que parce que les outils avaient changé aussi. Et que eux, les deux, travaillaient encore comme à l'époque où vous avez des outils qui étaient assez exigeants, on va dire. Et alors que Robbie Muller était pleinement avec les nouveaux outils, les pellicules plus sensibles, les objectifs qui ouvrent davantage. Il faisait le cadre et la lumière, les deux autres avaient besoin de cadreurs, et ce qui m'a donné la chance de travailler avec eux. Mais c'était une évolution. Donc je dirais que certainement j'ai plus gardé de choses dans ma pratique qui s'apparentent au travail de Robbie Muller que des deux autres. Mais pour les trois, malgré tout, ce que j'ai pu observer, c'est qu'ils étaient à la fois des techniciens hors pair et des gens qui laissaient aussi la place à leur intuition ou à des choses un peu moins techniques, on va dire. Leur manière de faire, d'appréhender chaque film comme étant un film singulier. Et ça a été très, très important.
C'est amusant parce que vous parlez de l'évolution de la technique et des outils. Et moi, une des premières rencontres que j'ai fait ici, c'était avec Claire Denis, avec laquelle vous avez fait presque une dizaine de films. Oui, 16. Voilà, c'est alors c'est un peu plus. Et c'était pour les salauds. Et je crois que c'est un des premiers films où elle travaillait avec le numérique. C'est le premier C'est film. le premier film avec lequel elle travaille avec le numérique. Et elle me disait, je me rappelle d'une de ses réflexions où elle me disait, quand il pleut, j'ai l'impression que la pluie ne mouille pas, où il y avait quelque chose de cet ordre-là. Je n'ai pas fait une gaffe en disant ça, non, pas du tout. Voilà. Mais c'était. Ma question, c'était, vous êtes contemporaine de cette bascule-là, de l'argentique au numérique. Oui. Je pense que ça doit être un sacré défi et une vraie question, j'imagine, Oui, à gérer. oui, tout à fait. Oui, c'est sûr que ça a été un moment un peu déstabilisant, on va dire, ne serait-ce que par rapport à l'amour de l'argentique et de la passion des images argentiques qui étaient nécessairement présentes. Et il y a eu donc une période où, oui, on peut dire que le numérique, c'était un peu un regret, quoi. Mais au bout assez rapidement, je trouvais qu'il était vraiment évident que c'était pas une pensée constructive et que ça ne servait à rien et qu'au contraire, c'était constructif de considérer le numérique comme un autre support à investiguer. Et donc voilà, et bon, depuis l'année où Les Salauds, ce film a été tourné, le matériel numérique a énormément évolué, donc on n'est pas du tout dans la même situation. Voilà. Mais oui, il y a eu cette période où on essayait de trouver le rendu argentique avec le numérique. Voilà. Alors, après, il appartient à chacun de continuer sur ce chemin-là ou bien de le considérer tout à fait comme autre chose, quoi. On peut le traiter davantage selon la chose recherchée. Jean-Marie, par rapport à ces enjeux-là, cette bascule argentique numérique. Moi, c'est vraiment, ce que disait Agnès, pour moi, je l'ai vécu vraiment comme une vraie douleur, parce qu'en plus, c'est quelque chose qu'on m'a imposé. J'ai fait un film où j'étais obligé de mixer du 35 mm avec de la vidéo. Et le problème, c'est qu'à l'époque, les capteurs, c'était à peine notre pouce, quoi. C'était à peine notre pouce, donc c'était des tout petits capteurs, donc on était obligé d'avoir des courtes focales. Du coup, tout était chamboulé dans ma tête au niveau de la construction des choses, donc c'était très compliqué. Donc c'était une douleur, en fait. Et puis après, je me suis dit, c'est pas la peine de... Lequel de vos C'était Les Deux Frères. Les Deux Frères de Jean-Jacques Hano. Donc on était obligé de mixer parce que Jean-Jacques voulait... Il avait trop souffert sur l'ours, là où la pellicule décrochait quand l'animal commençait à faire ce qu'il avait envie. Pardon. Il avait la pellicule décrochée. Les magasins de 300 mètres sur l'ours, la pellicule décrochée quand l'animal commençait à faire ce que Jean-Jacques voulait. Donc, pour les Deux Frères, c'était une histoire de tigre. Il voulait absolument avoir 50 minutes d'autonomie pour pouvoir capter les choses avec les animaux. Mais parallèlement à ça, comme c'était vraiment au début, on était en 2002, on était obligé de faire du 35 mm pour des plans larges qui n'étaient pas assez définis en vidéo, pour des ralentis qui n'existaient pas encore en vidéo. Enfin bref, donc j'étais obligé de mixer les deux. Donc très vite après, je me suis dit je vais pas me prendre la tête plus que ça, je vais faire comme je fais d'habitude. Et je me suis adapté, mais donc ça. Après l'évolution du numérique, pour moi, a commencé où je me suis un peu senti plus à l'aise, c'est quand les capteurs sont devenus en Super 35, du coup. C'était le même rapport de focale qu'on avait à 35 mm, et d'un seul coup, des choses se sont mises dans ma tête à peu près droite. Caroline, peut-être sur ces questions de support. Moi, pas du tout, parce que j'ai tourné très tôt en numérique. J'ai tourné avec Godard, Grandeur et décadence d'un petit commerce de cinéma, c'était en numérique, même si c'était une caméra télé, tritube, etc. On a fait d'autres expériences de ce type-là avec Godard. Puis j'ai fait un documentaire qui s'appelait 5 avenue Marceau de David Teboul, avec des caméras réglées, des caméras Sony réglées par la NHK, parce que la NHK avait des réglages particulièrement doux. Donc ça m'a plu et je n'ai pas... ça a assez vite été un objet. Puis après, comme on le dira, je pense,
les outils, il y a des outils qui surgissent et il y a une caméra qui a surgi à ce moment, enfin un peu plus tard dans les années, est-ce que c'était dans les années 2000, qui était la DVX 100 de chez Panasonic. C'était un peu avant même. Et c'était une caméra géniale, construite autour de l'optique. Alors c'était certes un petit capteur, mais moi je faisais des trucs, j'avais l'impression d'avoir un petit violon. Du coup, le numérique, quand il est arrivé, j'avais eu ces expériences et j'ai continué. Et puis j'aime expérimenter. Je dirais que c'est plutôt maintenant que je tire les conséquences de ce qu'a été le règne de Kodak. Parce que, en fait, la question du numérique, la question de la texture, tout ça, c'est des choses aujourd'hui, dans les logiciels d'étalonnage, vous arrivez à reproduire de la texture argentique. La vraie question, c'est la question de la couleur. Et c'est que les espaces couleurs aujourd'hui, c'est des espaces couleurs libres qu'on doit créer et qui ne sont pas ceux que pendant 100 ans. Et du coup, d'une certaine manière... Mais ça vous enthousiasme ou vous le déplorez? C'est ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que c'est juste, on est devant quelque chose de totalement neuf dont il faut qu'on s'empare. Et ce qui est particulier à notre génération, je crois, c'est qu'on n'a pas arrêté de se former. Je veux dire, on est arrivé à maturité quand le numérique est arrivé, et qu'on n'a pas arrêté, et que le numérique, c'était une caméra chaque année. C'était, comme dit Jean-Marie, des supports qui changeaient. Il y a eu le Super 35, et maintenant il y a le grand capteur. Et on n'a pas arrêté, quoi. Du coup, je pense qu'on est assez souple là-dessus, mais il y a quelque chose d'immense sur lequel je pense qu'on n'a pas encore toutes les réponses, et qui est le rapport à la couleur. Parce qu'il était tenu par cette firme internationale, Fuji c'est pareil, qui était Kodak. Mais peut-être que vous comprenez ce que je dis ou pas? Oui, je comprends. C'est compliqué de comprendre ce qu'est un espace couleur. Un espace couleur, c'est comme la palette d'un peintre. C'est un espace couleur. Espace couleur, Et l'espace couleur de Kodak, il ne se modifiait pas facilement. La saturation des couleurs, l'extraordinaire capacité que les pellicules avaient de rendre la peau, par exemple. Mais ça nous arrive encore, je pense, tous les 3, tous les 4, tous les 5, il y a beaucoup d'opérateurs ici, des directeurs photo, d'être éblouis par une peau en argentique. Quel film aujourd'hui vous impressionne ou vous stimule à ce niveau-là? Quand on voit Licorice Pizza, on se dit ah ouais, ok, Licorice Pizza c'est tourné en argentique. Et tout ce qui se passe sur la peau de ce personnage, de ces deux personnages, c'est extraordinaire. S'il y a des questions déjà, n'hésitez pas. Oui. Merci. Quand vous parlez de la couleur, Caroline, est-ce que ça veut dire qu'il faut beaucoup plus travailler en étalonnage la couleur, qu'en fait elle n'est pas rendue immédiatement par le numérique telle que vous la souhaiteriez? C'est à la fois en étalonnage, mais c'est aussi avant. Il faut choisir notre palette, pour être simple, il faut choisir notre palette avant le film. En argentique, la palette, elle était là, c'était celle de Kodak. Ce qu'on avait à choisir, c'est ce qu'on mettait devant la caméra. D'accord. La façon dont on modifiait la couleur ou la transformait, il pouvait y avoir des filtres, mais on la modifiait pas tant que ça. Après, on pouvait faire des traitements, on pouvait aller sur différentes positives, plus ou moins dures, plus ou moins, voilà. On avait la Kodak Vision, la Vision pour saturer, etc. Mais c'était pas des écarts énormes. Hein. Enfin, c'était, vous voyez, en numérique, la couleur, on la transforme vraiment. Et entre autres, ce truc qui nous colle au basque, qui est le vert. Le vert, vous filmez avec une caméra numérique la nature, c'est ouille. Ah oui.
c'était vachement interprété en argentique. D'accord. Hein, Merci tout beaucoup. ça. C'est toute chose. Oui, ça fait peur. Non, mais c'est vrai qu'il y avait quelques nuances, il y avait différentes émulsions, on pouvait faire des traitements, etc. Mais on peut dire quand même, globalement, on était dans la situation d'emboîter le pas de la transposition que Kodak avait inventée, et qui appartenait à, ce qu'on considérait comme une belle image, une belle peau, etc. On était quand même entièrement chez Kodak, quoi. Enfin, Fuji était différent, proposait des choses différentes, mais bon, c'était quand même une transposition un peu du même ordre. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus on peut dire que finalement le numérique, si on va chercher avant des choses, propose plus de variations possibles. Mais il faut beaucoup investir. Merci beaucoup. Mais c'est vrai qu'avant on cherchait aussi quelque chose à chaque fois, chaque film, essayer d'adapter la photographie spécifique pour un film. Et donc on cherchait tout pareil. Alors, c'est vrai que c'était plus difficile la recherche, parce qu'on était dans un carton d'études, effectivement, on en avait quelques-unes à notre disposition. Alors après on pouvait jouer avec des développements, ça se trouve. Oui. Il y a Zolo qui avait moi, sacrée... on a fait un film ensemble qui s'appelait Marc. Moi, je vous adore. Et donc, j'adore vous regarder et vous entendre. Mais c'est vrai que le dialogue entre le réalisateur et son chef opérateur, il est primordial, quoi. Il est primordial, et quand j'entends parler de palette de peintre, oui, c'est ça qu'on a envie de chercher avec vous. Enfin, moi, c'était avec Jean-Marie sur un film qui s'est déroulé pendant la guerre de 14. Et je voulais vraiment rendre cette espèce de minéralité où il y a eu tellement de bombes, d'explosions, de trucs brûlés qu'il n'y avait plus de couleurs, il n'y avait plus de feuilles, il n'y avait plus d'arbres, il n'y avait plus rien que cette terre cramée. Et je lui ai posé la question. Voilà. Je lui ai dit, je voudrais que tu me trouves un truc. On tourne à Verdun en plus en janvier-février. Je ne comprends pas l'expérience. Et en fait, il a eu un culot extraordinaire. Parce que c'est ça aussi, vous êtes des alchimistes. Enfin, pour moi, à l'époque, je vous considérais comme des alchimistes à qui je posais une question, c'est transforme-moi du plomb en or, s'il te plaît, et il l'a fait. Non mais c'était amusant, on a décidé de faire un semblanchiment négatif. Voilà, donc, toujours un peu risqué parce que un semblanchiment négatif, c'est-à-dire que c'est un traitement spécial qui se fait directement sur le négatif. À l'époque, le semblanchiment, on le faisait surtout sur le positif, ce qui permettait de le doser. Et là, on avait décidé de le faire directement sur le négatif. Sans vraiment trop dire les choses, parce que c'est un peu compliqué. Mais bon, enfin, tout ça pour dire qu'on arrivait à... Qui t'a copié derrière ça? Non, personne, c'est pas difficile. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on arrivait vraiment à faire des... Enfin, voilà, fallait chercher des trucs. Maintenant, avec le numérique, on a encore plus de possibilités de tous les côtés. Donc, on se pose vraiment des questions à chaque film pour voir où on va travailler, comment on fait. Et il y a des spécialistes en plus maintenant qui travaillent la couleur d'une façon extraordinaire. Incarner les construisent l'espace couleur qu'on leur demande. Enfin, donc c'est vraiment le truc qui est infini maintenant. Mais pour peut-être les potentialités sont infinies, mais je reprends mon fil et j'enchaîne avec votre remarque, c'est-à-dire que c'est vous êtes, je ne sais pas si vous êtes au service, mais il y a quand même un rapport au réalisateur qui est important. Donc comment est-ce que ça se prépare déjà un film dans lequel vous vous engagez? Est-ce qu'il y a des propositions de la part du réalisateur ou de votre part qui s'inspirent, c'est dans le livre, mais de la peinture évidemment, d'autres films, quels sont les éléments, comment ça se construit, comment vous vous lancez dans un projet, et qui est force de proposition? C'est vous qui êtes force de proposition et le réalisateur valide ou pas? Comment est-ce que ça se passe? Comment ça se ficelle le début d'un projet et le début de votre travail, tout simplement? Ça dépend déjà beaucoup avec le réalisateur avec qui on travaille, parce qu'il y en a qui sont déjà très visuels, qui d'autres un peu moins, donc il faut aller fouiller dans leur tête pour savoir exactement ce qu'ils veulent. Et dans ce cas-là, c'est nous qui le proposons. Et souvent, il y a aussi les metteurs en scène qui sont très visuels et qui déjà nous imposent des lignes qu'on
déjà beaucoup de choses à nous apporter. Donc, après, nous, on est en charge voilà, de trouver le bon outil pour le mettre en image. Mais ça se traduit peut-être, Agnès, ça se traduit en quoi? Ça se traduit en images, c'est un storyboard, c'est des impressions, c'est des musiques, je sais pas. Ah oui, ça peut être, enfin moi, mon expérience, ça peut être, oui, on va souvent dans des musées ensemble, ça peut être des films, des photos, des romans aussi des fois. J'ai fait pas mal de films historiques et dans les romans, il y a beaucoup à prendre aussi, dans des impressions. C'est vraiment, la palette est complètement ouverte. Agnès, vous, dans la relation avec le réalisateur et le projet qui s'initie? Ben, il y a d'abord une chose très importante, c'est la lecture du scénario. Après, selon la collaboration, va se passer d'une manière différente. En tout cas, selon les metteurs en scène, il n'y a pas une seule manière, il n'y a pas de, ça dépend de comment les échanges se font, etc. Mais la préparation, la lecture de scénario, tout ça, c'est aussi un moment où on peut poser des questions. Essayer de deviner. Et puis il y a ce moment des repérages, quand on voit les lieux dans lesquels on va tourner, qui donne aussi qui donne des lignes, des directions. Et encore une fois, ça va varier avec la manière de travailler du metteur en scène, et voilà. Donc il peut y avoir en effet des modèles, des films modèles, des photos modèles, mais il peut ne pas y en avoir non plus. Enfin, c'est vraiment assez... oui, c'est variable. Après, moi je trouve qu'il reste toujours une étape qui est celle du tournage proprement dit, parce que je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui se trouvent sur le moment, au moment où. Ça dépend encore une fois de la manière de travailler des metteurs en scène, mais quelquefois, en voyant les acteurs répéter ou faire une mise en place ou quoi que ce soit, tout à coup, on trouve des choses auxquelles on n'a pas pensé avant, mais que peut-être, enfin, tout ça, c'est comme des couches sédimentaires en fait. Tout ça, ça s'ajoute et ça conduit pas à pas à trouver, on l'espère toujours, la manière qui est adéquate et pour le film. Et on est forcé de bien s'entendre avec le réalisateur. On est forcé de travailler main dans la main, ou une belle image peut accoucher d'une belle image en conflit. Alors, ça ne doit pas nécessairement être ce qu'on appelle une belle image, c'est surtout que ça doit être l'image du film. C'est surtout ça. C'est le registre d'image qui va non seulement accompagner le film, mais être au fond la réalité du film. Voilà, c'est surtout ça qu'il faut trouver. Alors, maintenant, la manière dont ça se passe affectivement, si ça c'est aussi complètement varié. Ça peut très bien être se passer dans la plus grande cordialité, mais ça peut aussi être parfois assez tendu, parce que tout simplement c'est très très difficile de faire un film. Il y a quand même beaucoup de stress, et que au fond, je crois quand même toujours qu'il faut avoir un peu le goût du risque. On ne sait jamais vraiment, mais c'est... Voilà. On ne peut jamais vraiment deviner à l'avance. Tout se révèle vraiment sur le plateau. Et parce qu'il y a à ce moment-là aussi quelque chose qui est très concret. Il y a les interprètes du film, il y a les acteurs, il y a les décors qui ont été aménagés, les costumes, tout est là, quoi. Tous les ingrédients sont là. Est-ce que l'alchimie va se produire? Voilà. C'est pour ça que je trouve que c'est quand même toujours un moment où il faut rester encore au travail, presque, en recherche, pour bien observer tout ce qu'on ne peut pas forcément deviner à l'avance. Caroline, plusieurs questions, donc la préparation, les relations.
Non, je ne vais pas répéter ce qu'il dit. Je pense qu'il y a quelque chose qui a fondamentalement changé. D'abord, moi, c'est que des partenariats. C'est-à-dire, on commence avec un metteur en scène, oui, mais il y a déjà très souvent le décorateur. Donc le décorateur, le metteur en scène, on se retrouve dans un espace, on l'envisage, et finalement, on voit des choses différentes. Et c'est dans ces différences que quelque chose se constitue souvent, parce que c'est ces différences qui sont intéressantes. Puis après, les couleurs arrivent, et évidemment les acteurs, qui sont des partenaires essentiels, mais surtout que tous ici, on est cadreurs, ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas toujours le cas. Bah non, autrefois le cinéma, et chez les Américains non, et autrefois, comme le disait Agnès, les grands directeurs photo avaient des cadreurs qui faisaient partie de leur équipe, qui faisaient partie de l'équipe image. C'est la nouvelle vague qui instaure. C'est pour ça que ce mot chef opérateur, moi je l'ai balayé un peu. Pas trop. Mais je l'aime pas parce qu'il vient d'une époque précise et qu'après les choses se sont réorganisées. Il vient vraiment de cette époque de la nouvelle vague, quand ces équipes se sont réduites et que le réalisateur a finalement travaillé avec peu de personnes et a décidé que l'homme de l'image serait une seule personne. Et du coup, l'école française, ou on peut dire européenne, parce que si on pense à Robin Muller et des gens comme ça, elle s'est constituée comme ça, mais c'était une demande des metteurs en scène. Nous, enfin, vous voyez, les gens d'image... Nous, on faisait de l'image, certains au cadre, d'autres à la direction de la photographie. Et ça a fabriqué quelque chose de très particulier chez les directeurs photo français. Et je pense une forme d'école française d'ailleurs. Une disponibilité, un rapport à un goût du risque, qui a été instauré par des très grands comme Coutard ou des gens comme ça. Non, moi je trouve que ce qui a fondamentalement changé et quelquefois le bon rapport et quelquefois le non-rapport des techniciens entre eux et avec le metteur en scène, c'est les écrans. Aujourd'hui, tout le monde est spectateur de ce qu'on fait, quoi. Et il y a quelque chose comme un malentendu, parce qu'une image, c'est quelque chose vers lequel on va, quoi. C'est quelque chose qu'on rêve, et Agnès le dit très bien, quand tout est là et qu'on commence à filmer, quelque chose se passe, nous donne une direction. Très souvent, par exemple, l'optique de référence du film, elle se révèle la première semaine. Le metteur en scène peut vous avoir dit non, ça sera que des longues focales, ça sera que ci, et non. Là, il y a quelque chose qui s'installe. Il y a une focale dominante dans un film. Ouais, oui. Bien sûr, il y a une focale dominante dans un film. Oui, c'est un langage, un film. Donc, et c'est le langage de quelqu'un. Et ce quelqu'un, il y a quelque chose qu'il voit d'une certaine manière. Donc, oui, Rivette voyait au 25, Godard voyait entre le 35 et le 50. Bresson a toujours vu au 50. Et quand vous pensez au Parrain de Coppola, il est fait quasiment intégralement au 40, avec des cadres qui ne se déplacent pas. C'est des cadres fixes. Personne ne dirait Coppola, c'est des cadres fixes. Il y a un sentiment de mouvement chez Coppola. Ah ben non. Donc, vous voyez, non. Le langage des films passe, et Jean-Marie l'a dit, ça nous a beaucoup perturbé l'arrivée des grands capteurs, parce que tout ce qu'on avait appris en 35 s'est révélé différent, puisque un 50 en grand capteur n'est plus un 50, c'est un 40 mm. Donc on a des rapports, bon, mais ça on l'a réappris vite, mais c'est pour vous dire qu'on n'arrête pas de se former quand même. Mais ce rapport aux écrans, c'est quelque chose de très très pernicieux, quoi. Parce qu'il y a cette chose que l'image est là. Non, l'image n'est pas là. C'est pas parce qu'on la voit qu'elle est là, quoi. Mais qu'est-ce que vous appelez rapport? C'est le réalisateur qui regarde. Tout le monde, le réalisateur, Oui, ah oui, d'accord, le rapport en général. Les enfants de 4 ans sur les écrans. C'est terrible, c'est terrible. Et franchement, vraiment, je pense que dans les écoles de cinéma, on devrait pendant des semaines fabriquer des images sans qu'il y ait ces retours. Parce que nous, on sait ce que c'est que d'aller vers une image. Et de temps en temps, le rythme n'est pas bon, justement, avec ce retour trop rapide de l'écran, quoi.
Inès, peut-être. Oui, c'est justement, on peut même dire que la présence des écrans, en fait, ça a aussi beaucoup, ça a changé la vie du plateau, le travail sur le plateau. Quand il n'y avait pas les écrans, quand même, la connaissance des espaces vus à travers les objectifs était connue, sentie, enfin, maintenant, non. Donc ça, c'est quand même très différent. Et puis, moi, je trouve que c'est presque... C'est anachronique au fond parce que les images qui sont sur les moniteurs sont regardées comme étant finies. Or, elles ne sont pas finies du tout, ne serait-ce que parce qu'elles sont précédées d'une image et elles vont être suivies d'une autre image. Donc c'est tout à fait différent. Et moi je trouve aussi assez perturbant. Et du coup, il n'y a plus aussi ces projections. Quand on allait voir les rushs, comme on disait, on voyait les images qu'on avait tournées 2 jours après les avoir tournées, voire 3 jours. Et là, du coup, il n'y a plus vraiment non plus de projection commune. Or, moi, j'ai l'impression que savoir regarder des images d'un film qu'on est en train de faire, c'est quelque chose de très important. Savoir voir s'il y a dans les images ce qu'on a cherché à y mettre, est-ce que ça y est Le vraiment. voir en grand écran. Est-ce que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et du coup, c'est quand même un peu escamoté, on va dire, par la présence de tous les écrans et la possibilité pour tout le monde d'avoir à sa disposition des images à regarder sur un tout petit peu plus grand, ou encore un peu plus grand, ou encore un peu plus grand. Voilà, donc ça change quand même beaucoup le rapport aux images. Moi, si je peux intervenir, j'ai vécu ça au milieu d'un film. Quand on a commencé, les premiers longs métrages, je les ai réalisés près de la caméra, ou à la caméra, mais près des comédiens, mais à côté d'eux, vraiment. Et d'un seul coup, on me dit, tiens, non, on va t'installer ça, assieds-toi. Enfin, pour moi, pour diriger les comédiens, pour observer ce que me donnait un comédien sur une prise, j'avais besoin d'être là. Enfin, vraiment, pas à 15 mètres à vérifier. En plus, à l'époque, c'était juste en noir et blanc. Mais non, franchement, j'ai refusé. Et puis c'était contraint, donc il a fallu que je m'y mette. Mais c'était extrêmement troublant et déstabilisant. À la fois par rapport à votre travail, mais aussi par rapport au travail avec la direction d'acteurs. Vraiment, pour moi, c'était pénible. En fait, sur un plateau aussi, on est très peu à savoir l'image qu'on fabrique déjà et où elle va être dans le film. On est très peu à avoir toute la continuité du film dans la tête. Il y a bien sûr notre metteur en scène, la script, on est quelques-uns, ça peut se compter sur les doigts d'une main, de savoir exactement tout le film entier dans la tête, on l'a. Donc quand les gens regardent une image, ils regardent, comme disait Agnès tout à l'heure, c'est une image, en fait elle ne correspond pas à grand chose parce qu'ils ne savent pas ce qui est avant, ce qui est après, où elle va être prise, qu'est-ce qui va compter. On est très peu à savoir ça. Donc c'est vrai que c'est très perturbant d'avoir quelqu'un de seul coup qui dit oui mais non, regarde quand la porte est ouverte, on voit ça, mais non, parce que la porte ne sera pas ouverte là. Enfin, ce genre de choses. Il y a ça, et puis comme tu disais Agnès aussi, le rapport au rush qu'on avait, les gens, quand ils voyaient un gros plan sur un écran de 10 mètres, c'est pas la même chose que sur un écran comme ça, parce que la personne est plus grande que nous sur l'écran. Alors que quand on regarde sur petit écran, le gros plan il est plus petit que nous, donc ça n'a pas du tout la même perception. Donc nous, on sait ça quand on fait les films. Mais il y a le gros plan, mais il y a le plan large. Bien sûr. Et pourquoi il y a si peu de plans larges aujourd'hui dans les films? Il y a vraiment une déperdition du plan large aujourd'hui, c'est incroyable. Et ça vient de la diffusion. Quoi. Ça vient aussi du mode. Ouais. Ça nous vient un petit peu quand même du cinéma américain, des blockbusters. Il y a des plans larges dans les blockbusters. Non, pour moi c'est directement la diffusion. La taille des écrans, oui. Enfin, j'ai le sentiment que c'est ça. L'évolution de l'utilisation des focales a quand même été c'est assez influencée par le cinéma grand public. Est-ce qu'il y a des questions? Profitez-en. Je voulais juste
Juste une réflexion par rapport à ce que vous venez de dire. Je me souviens d'avoir lu une interview il y a vraiment assez longtemps de Juliette Binoche qui disait qu'elle ne supportait pas de plus avoir ce lien direct au réalisateur parce que le réalisateur regardait ce qui était en train de se filmer plutôt que d'être en relation directe. Donc j'ai l'impression que ça... C'est comme un truc d'abandon, quoi. Voilà, donc j'ai l'impression que ça traverse un peu tous les métiers au demander fond. aux acteurs, mais je suis sûre que ça les fait tous souffrir. Voilà, elle avait osé le dire, mais je pense que beaucoup... On le voit maintenant parce qu'il n'y a que nous. Après, il y a ceux qui vont se regarder. Il y a ceux qui... Ah oui. Mais c'est vrai qu'on le voit maintenant parce qu'il n'y a que nous. En fait, Thierry nous regarde nous maintenant. Parce qu'on est tout seul et souvent nos assistants ne sont plus à côté de la caméra maintenant parce qu'il y a des moteurs, des choses. Donc souvent ils sont un peu loin. Donc on est assez isolé maintenant quand même quand on cadre des fois. On a De la les caméra. chiffres. Oui, mais enfin ce que je veux dire par là c'est que d'un seul coup c'est vrai que les comédiens nous regardent tout de suite. Ah bah ils nous ont toujours regardés. Les acteurs. Non mais ce qu'elle veut dire, ils vont se regarder. Ah. Là c'était juste, Vous regardez on les pensait prises. à Vincent Lindon. Si tu veux. Pas seul. Jean, Pas seul. allez-y. Oui, j'ai envie de vous poser une petite question un peu sacrilège. Je suis très impressionné par la somme de votre savoir, votre travail, enfin tout ce que vous représentez, ne serait-ce que tous les quatre. Et ma question, c'est que j'ai l'impression d'être entouré au quotidien, soit à un niveau personnel, soit à un niveau professionnel, de milliers d'opérateurs, de gens qui n'ont pas du tout suivi des formations comme celles que vous décrivez, que vous avez vécues, qui, pour la plupart, apprennent sur le tas. Pour la plupart, en plus, ne font pas de fiction, par ailleurs, mais enfin, certains si. Le simple fait qu'aujourd'hui, on puisse acheter une caméra Sony FX3 qui coûte 4 500 €, qui a un grand capteur, sur lesquels il y a une gamme d'optiques qui sont accessibles, et énormément de gens que je vois autour de moi s'en servent, font des images, sont en plein dans le travers que vous décrivez, d'être en permanence en train de regarder l'écran avant même d'utiliser le viseur, parce qu'il n'y a même plus de viseur sur cette caméra, et surtout les commentaires d'énormément de gens dès qu'on est en train de tourner quelque chose, avant même d'avoir le temps d'avancer, de rechercher ou d'envisager le travail de post-production. Je voulais juste savoir comment vous viviez, vous, professionnel, avec votre expérience, avec ce que vous décrivez un petit peu, et ce qu'on sait plus ou moins les uns des autres de votre travail, avec ces milliers d'opérateurs. Je ne parle pas des gens qui ont un téléphone et qui filment avec leur téléphone, mais pourquoi pas, mais ne serait-ce que ces caméras intermédiaires qui sont des grands capteurs, qui sont des caméras de très grande qualité, si on veut les utiliser, mais qui, la plupart du temps, je trouve, sont utilisés par des gens qui ne sont pas formés, et qui... Moi, la trouille que j'ai, c'est pas ça. D'accord. Je veux dire, la vraie trouille que j'ai, c'est que c'est la mise en scène. C'est qu'on fasse disparaître la mise en scène. Parce que, à force de ça, à force de ce que vous décrivez, à force de films qui sont moins mis en scène, cette chose, enfin, pour lequel moi j'ai donné ma vie, enfin en quelque sorte, qui est d'accompagner un metteur en scène, est en train de se fragiliser. Parce que il faut reconnaître ça, la mise en scène. Il faut reconnaître le metteur en scène. C'est pas un agrégat de... Vous voyez, c'est très particulier quand même, cette chose qui se passe pendant plusieurs mois où on décide que quelqu'un a une vision, que cette vision, on la suit, on la soutient, et c'est parce que c'est à la fois toute une équipe et la personnalité de quelqu'un qui se dit et qui comme on se déclare artiste, qui se déclare metteur en scène. Et ça, je trouve ça mis à mal en ce moment. Mais il ne faut pas avoir peur de dénoncer le coupable quand même. Les coupables, c'est la télévision. C'est pas que la télé, c'est tout, mais c'est tout. Quand même, j'entends la télévision et son importance pour les financements, par exemple. Mais c'est notre responsabilité à nous, là, je dirais, c'est ça. C'est de prendre conscience que cette chose dont on croit qu'elle est si solide, qu'elle est si puissante, non. Elle peut être mise à mal par tout ce que la technologie, toute cette rapidité de... Et une économie. Oui, bien sûr, technologie, économie, bien sûr. Et c'est ça qui me fout la trouille. Vraiment. Mais les comédiens, et notamment les jeunes comédiens, s'en plaignent. Je pense. C'est ça qu'ils comprennent. Enfin, ils sont lâchés. On va dire, ils sont lâchés sans directeur
D'accord. Je suis sûre de ça. Et ils sont pas mis Ça en serait scène. d'ailleurs De intéressant moins en de moins faire mis en des scène. discussions là-dessus, vous Et, voyez, où on croise nos expériences. Mais ça, avec les étudiants, les jeunes étudiants Et nous, que vous nos avez jeunes eus, vous avez- étudiants, ils sont souvent techniciens, c'est pas des acteurs, vous voyez. Mhm. La personne qui organiserait quelque chose comme ça, Mhm. bah, ça serait bienvenu. On devrait le faire, nous, à l'AFC, on devrait le faire. Plutôt que de faire des awards, tu vois, on devrait peut-être organiser des... Oui, mais la mise en scène, ça prend du temps aussi. Ça prend du temps, c'est quelque chose qu'il faut d'abord penser, c'est d'avoir une vision de l'histoire qu'on veut raconter. Et c'est une transmission aux gens qui vont incarner les personnages, mais ils ne vont pas incarner comme ça dans un milieu abstrait. C'est avec un décor, c'est avec du mouvement, c'est avec une histoire de ces décors, une histoire de leur vie même, de la manière dont ils sont costumés. Donc, c'est un véritable travail. La télévision, j'affirme encore qu'à partir du moment où elle est devenue le principal financier du développement des longs métrages, bon, on nous a réduit les moyens. Les temps de tournage, par exemple, c'est aussi bête que ça. À partir du moment où vous aviez 2 mois pour réaliser un film et que vous n'avez plus que 4-5 semaines, vous ne faites pas le même travail, c'est pas possible. C'est matériellement impossible. Donc voilà, il faut aller vite, il faut produire beaucoup d'images, voilà, les comédiens, on les prend, on les jette, ou je sais pas. En tout cas, on ne travaille plus avec eux. J'ai l'impression que les jeunes réalisateurs sont plus férus de technologie que de travail avec les comédiens. Vraiment, je ne sais même pas si C'est pas faux, ça, c'est pas faux. Comment est-ce que vous voyez, votre métier dans 20-30 ans? Comment est-ce que vous le voyez évoluer? Ouais, mais c'est intéressant. Non, je sais pas. Non, vous le voyez pas. Non, mais comment est-ce que vous imaginez évoluer sans être trop pessimiste ou catastrophiste? Je sais pas. Moi, je me représente la chose pour le moment un peu différemment. Je me dis, voilà, c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'outils. Il y a des outils qui naissent tous les jours, que ce soit pour porter la caméra, se déplacer, que ce soit avec les possibilités du numérique, etc. etc. Est-ce que on va être amené à travailler sur des films où on a envie d'utiliser le nouvel outil qui vient de sortir, ou est-ce qu'on va choisir cet outil parce qu'on a une idée par rapport au film sur lequel on travaille? Voilà, c'est dans ce questionnement-là, je trouve qu'il y a à voir, quoi. Que ce ne soit pas les outils qui disent on va filmer comme ça, mais qu'on choisisse les outils pour pouvoir faire les images d'une certaine manière, quoi, voilà. Parce que c'est quand même toujours aussi les idées. Il y a des films incroyables qui ont été faits avec un téléphone, avec des idées. Mais les outils de cadre aujourd'hui, par exemple. Il y en a, voilà. il y en a toutes les semaines ou tous les mois, il y a un nouvel outil de cadre. Et bien par exemple, c'est le Ronin, etc. C'est des choses avec lesquelles l'opérateur, c'est des systèmes de suspension dans lesquels on met la caméra pour qu'elle soit plus ou moins fixe et qui permettent cette chose que vous voyez partout, qui est le suivi de l'acteur. Parce que maintenant, les acteurs, on les filme plutôt de dos que de face. Voilà. Là, le steadicam, ça dessine un truc, mais c'est vachement dur de... cet outil-là, eh bien, la plupart du temps, les jeunes directeurs photo l'utilisent en 6K ou en 8K, c'est-à-dire avec une image plus grande. Pourquoi? Pour pouvoir la stabiliser après à l'étalonnage, mais la stabilisant, pouvoir la recadrer. Donc, vous nous demandez ce que va être notre métier. Ben, déjà, notre métier, ce sur quoi, alors moi je suis, mais quand je dirais pas seulement attaché, mais vraiment obsessionnel, c'est le cadre. Eh ben non, on vous le recadre. Là, je viens de finir un film où il y avait pas mal de plans recadrés. Il se trouvait que le monteur, je m'entends très bien avec lui. Et que la plupart du temps, je lui dis non, je ne suis pas d'accord. Et on cherchait. Mais ça devient une sorte de chose assez évidente de recadrer.
Oui, mais ça, c'est venu aussi quand même avec l'utilisation avec les outils qu'il y a sur les bancs de montage. Et puisqu'il y a des outils, eh ben, on va créer, on va recadrer, et c'est présenté comme étant je fais un autre plan, je dispose d'un autre plan. Voilà. Alors, je sais, c'est la question que je posais. Alors, c'est possible de le faire, on a un outil, alors pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas? Mais sans vraiment voir que si on recadre, ça ne sera pas un plan qui aura l'air d'avoir été fait avec un 100 mm et qu'il aura les perspectives de la focale qui a été utilisée avant. Quoi. Voilà. Et c'est vrai que voilà, c'est aussi parce que il y a plus de rythme. Je ne suis pas sûre qu'on produirait aujourd'hui, l'année dernière, à Marienbad. Qu'est-ce que vous voyez arriver aussi techniquement, peut-être Jean-Marie, des États-Unis? Je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe là-bas au niveau technique, au niveau du cinéma. Mais qu'est-ce que vous voyez arriver d'intéressant, de stimulant, de nouveau ou de formaté? Pas intéressant, mais ce que je vois arriver surtout, c'est l'intelligence artificielle qui arrive dans notre métier. C'est vrai que ça me soucie assez, ça, parce que c'est quelque chose. On le voit déjà un peu dans l'étalonnage, on nous impose un peu des sortes de formatage, et ça, ce formatage, moi, je m'attaille contre, mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui pourrait nous imposer assez vite, une espèce de formatage d'image qu'on voit un peu partout. Donc voilà, c'est une sorte d'inquiétude, mais qu'on va essayer de résoudre. Caroline, par rapport à vous regardez ce qui se passe de l'autre côté de l'océan? Bon, les acteurs, vous savez, ça vient très vite. Hein. Donc on a les choses très vite. Après, c'est les techniciens. Je pense qu'aux États-Unis, ils sont assez en avance sur cette question de la color science, par exemple. Donc on voit des films qui sont du point de vue de la couleur, et surtout quand c'est des films comme des très gros films, hein, comme Dune ou comme Batman, ou enfin moi, Batman, par exemple, visuellement, je suis éblouie. Parce qu'il y a un travail, outre le fait... Le Batman de Matt Reeves. Oui, bien sûr, qu'il y a les murs de LED, etc. Le travail sur la couleur était éblouissant. Donc ça, c'est des choses qui nous arrivent. Bon, mais on n'a pas la même industrie. Hein. Oui, voilà. On va pas voilà. Non, ce que je pense, c'est qu'il faut... Et c'est quelque chose que je découvre en lisant aujourd'hui les critiques spectateurs sur Allociné. Moi, je suis passionnée par les critiques spectateurs. Parce que je trouve qu'ils sont, très souvent, d'abord ils sont plus calmes que les critiques professionnelles. Ils partent pas dans des trucs dont je sens que c'est un peu en fêtatoire. Et je me dis, mais finalement, il y a quand même un public qui est à la fois attentif, respectueux de la mise en scène, ayant un rapport profond avec le cinéma. Et c'est ça que, d'une certaine manière... Et je pense que l'Europe là-dessus, et la France en particulier, a vraiment un rôle à jouer. Quoi. Je pense que nous sommes des grands consommateurs de cinéma et nous devons continuer à l'être avec l'exigence... ce que je pense pour l'avenir. Mon devoir de vacances. Allez, une dernière question. Oui. Bonsoir. J'aimerais savoir quel est votre rapport avec d'autres directeurs de la photographie. Surtout Caroline, avec ton film, Nuit et film, votre documentaire sur Bruno Nuiten. C'est aussi un personnage, Bruno, parce que c'est quelqu'un qui a arrêté. Et ça, j'ai toujours trouvé ça mystérieux, parce que je pense que c'est un grand artiste. Il le prouve aujourd'hui en faisant ce qu'il fait. Vous savez qu'il fait de la photo, et maintenant il écrit sur ses photos. Et j'ai eu la chance de lire les textes, et c'est incroyable. C'est vraiment beau, quoi. Donc, c'était une question à ce mystère, mais
il l'explique très bien dans le film. Hein. Il y a quelque chose il a fait partie d'une époque et voilà. Mais c'est un artiste plus grand que simplement de le réduire à la direction de la photographie. C'est un artiste. Et par contre, sur les autres, bah, vous voyez, Où est-ce qu'on peut on trouver est le film? souvent très respectueux les uns des autres. Et il faut me le demander, et quelquefois je l'envoie. On en parle après. C'est marrant parce que je ne veux pas, pour l'instant, je ne veux pas qu'il existe. Il ira peut-être sur Henri. Peut-être une dernière et double question par rapport aux fidélités qu'on peut avoir avec des réalisateurs. La preuve vivante que voilà, il y a des réalisateurs avec lesquels on aime travailler et retravailler. Je reformule ma question qui va être la première, mais qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur vous choisit, vous précisément? Parce que non, par rapport au film qu'il a envie de faire, est-ce que chacun vous avez une identité de? C'est pas une bonne question? Renato va répondre. Non. Non, ça ne veut pas être une question embarrassante, mais il y a les Italiens en ce moment. Non, mais qu'est-ce qui fait qu'un réalisateur choisit ce chef opérateur précisément? Renato, moi, c'est pas répondre. Pourquoi j'ai choisi... Attendez, on va essayer après Renato. C'est peut-être plus une question à poser au réalisateur. Non, Vas-y, Renato, répondez. je sais pas, c'est sûrement des gens qui ont vu des films et qui étaient influencés par des films, et donc l'image des films, je pense que c'est ça. Et ça passe par les films. Je pense, oui, non. Parce que autrement, je ne sais pas, moi, je peux vous raconter les différents metteurs en scène avec lesquels j'ai travaillé, parce que c'est une question que j'ai souvent posée. Pourquoi moi et pas d'autres? Oui. Ça, je l'ai souvent posé. Et qu'est-ce qu'ils répondent? J'ai travaillé avec beaucoup de metteurs en scène, il y a beaucoup de réponses. Et il n'y en a pas qu'une. Non, c'est compliqué. Mais oui, enfin. Et moi, j'ai quand même une question que j'aimerais vous poser et avoir 3 réponses, si c'est possible. Parce que c'est pas simple. Les Italiens, les collègues italiens, les directeurs de la photo italiens, ils se considèrent auteurs de la photographie. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette définition-là, surtout considérant tout ce que c'était dit là, maintenant. Non, moi je ne me considère pas auteur en fait, de la photographie parce que c'est vraiment une collaboration avec des collègues, donc que ce soit le chef décorateur, le créateur de costumes, l'acteur qui prend une vraie place et peut rayonner ou pas rayonner. C'est vraiment un ensemble de choses. Je ne considère pas, ça ne m'appartient pas en fait. Moi, je ne me considère pas non plus comme auteur de la photographie dans la mesure où, en effet, c'est le résultat de plein de collaborations différentes, et ne serait-ce que parce que aussi, même mon travail est un travail sur la création de quelqu'un. Je ne pars pas de zéro complètement, donc à partir de là, c'est différent. Pour moi, être auteur, c'est partir de rien, et puis après, il arrive parfois qu'on pourrait se dire auteur. Voilà. Mais c'est par défaut. Ça ne devrait pas être... Caroline? Alors moi, je dirais que ça dépend des films. Et dans les films, ça dépend des séquences. Et si tu veux me demander, sur Annette, la séquence de la tempête, j'en suis l'auteur. Oui, mais t'es un auteur considérant la mise en scène, comme tu disais que la mise en scène est après. C'est-à-dire près du metteur en scène, c'est pas un auteur de la photographie. Le metteur en scène, il voulait que je sois sur le bateau. Oui. Et je lui ai dit non, on va pas se mettre sur le bateau. Parce que si on est sur le bateau, on ne verra pas que ça bouge. Donc on va pas se mettre sur le bateau. On va construire à côté. Mais c'est des choix qui vont bien au-delà des choix strictement photographiques. Mais même l'écran, mais tout. Mais bien sûr, je suis d'accord. Par contre, j'ai une co-auteure. C'était mon assistante sur Annette, qui est Inès. Et on a fait un petit film qui est dans mon iPhone, que je peux vous montrer. Oui. On a fait une maquette, on a demandé une maquette, on a fait
petits trucs. Et on s'est approché de ce que pourrait être la séquence. J'ai montré ça à Léos et il a dit banco sur un truc alors qu'il voulait au départ tourner dans un bassin à l'extérieur avec des trucs. Disons qu'on s'est approché du studio. À un moment donné, le studio a été une évidence. Mais cette séquence-là, alors là, vraiment, on l'a fabriquée, quoi. Mais dans d'autres moments dans le film, moi j'ai l'impression presque que je suis spectatrice, quoi. Donc en fait, je trouve vraiment, les films de Carax c'est particulier parce que c'est tellement des choses différentes. Tu vois, c'est une aventure technique de chaque séquence. Mais quand même, il y a des films où on a apporté beaucoup, Ben oui. plus que d'autres, quoi. Et on le sait nous, on le sait très bien, et les metteurs en scène, ou les acteurs le savent très bien. Un film, je sais que vous allez avoir Cogitor demain. Oui, je ne sais pas si je peux venir. Goutte d'Or. Ouais. Non, je serai à la Cinéfabrique. Mais moi, j'ai été éblouie par Goutte d'Or. Et il y a quelque chose qui se passe entre la façon dont l'acteur est filmé et le cadreur, le directeur photo le filme, là, extraordinairement particulier. Sylvain Verdier. Oui, et j'aurais voulu l'interroger d'ailleurs pour le site de l'AFC. Il sera là mercredi prochain. Ah ben, vous avez de la chance, l'AFC n'a pas voulu. Et vous lui direz que je trouve que vous avez D'accord. Mais là, il y a quelque chose, oui, où un rapport se constitue, je dirais, au-delà ou en deçà de la mise en scène. Mais ça arrive souvent dans les films. Le metteur en scène, il est aussi l'instigateur de choses qui parfois le dépassent. Le Renoir le disait. La chienne ne serait pas la chienne s'il n'y avait pas eu cette histoire d'amour insensée. Juste en tant que spectateur, je voudrais répondre à la question de M. Bertha. Moi, il m'arrive fréquemment de décider d'aller voir un film sur le nom du chef opérateur. Et pas uniquement l'acteur, le metteur en scène ou le sujet, mais sur le nom du chef opérateur. Parce que j'aime son travail et que j'ai envie de voir comment il a évolué et ce qu'il a fait sur un sujet particulier. Ou comment il a pu s'en sortir. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, pour moi... Parce que des fois, on peut avoir les meilleures intentions de la Terre, mais des fois, ils se disparaissent dans le brouillard, les il fait intentions. partie des auteurs, pour moi. Pour moi, le nom du chef opérateur peut être quelqu'un qui me donne envie d'aller voir un film. Ouais, peut-être la carrière d'un opérateur, peut-être, ouais, mais c'est pas en vérité absolue. Moi j'ai fait des films dont je suis pas très très content, vraiment pas. Quoi, je dis, mais c'est parce que c'est des mauvais films, quoi. Je dis, il faut bien le dire, quoi. Et c'est des mauvais réalisateurs aussi. Non, pas beaucoup, mais ça m'est arrivé. Non, mais par rapport à ce que vous dites, je me pose toujours la question est-ce que le chef opérateur, le directeur de la photo, excusez-moi, a vraiment un style et à quel moment ce style s'efface au service du travail d'un réalisateur. Cette question, je m'attendais. Agnès, peut-être Difficile. Un style ou une marque de photo particulière. Moi j'espère que non, parce que je trouve qu'il faut... ce qui compte, c'est, quand on est sur un film, c'est le film. Et donc c'est... Oui, comme je disais tout à l'heure, la réalité du film, c'est pas la réalité, la réalité du film, il faut la trouver. Et donc c'est au-delà de la question d'un style. Un style, ça veut dire resservir le même menu à chaque fois, non? Même au contraire, c'est tellement plus intéressant d'essayer de ne pas refaire, de faire d'autres choses. Voilà. Donc a priori, non. Après, on met forcément de soi, de son goût, de sa manière de voir les choses, de la manière dont on va regarder cette séquence-là. Pourquoi on va se mettre là et pas là? C'est compliqué. Alors, est-ce que c'est ça aussi, avoir du style? Peut-être, enfin, voilà. C'est juste ce mot qui est un peu bizarre. Mais
indéniablement, on met forcément énormément de soin surtout oui, dans la place de la caméra. Voilà. Moi, je voudrais Non, mais juste ça- répondre à une question. Donc ça fait la boucle avec la question que je pose. Pourquoi vous choisissez pourquoi Je un vais juste te dire réalisateur pourquoi un réalisateur choisit un chef opérateur, pardon, une directrice de la photographie ou un directeur de la photographie. C'est des métiers de désir. C'est tout con, mais c'est vraiment passionnément ça. Et voilà, vous entrez dans ce métier, vous n'avez pas forcément les formations. Moi, c'était pas le cas. C'est ce qu'on appelle un autodidacte pur jus. Mais j'aime le cinéma, je l'ai aimé, j'y allais plusieurs fois par semaine à l'époque où le cinéma ne coûtait rien. Donc voilà, mon école, à moi, c'était pas la Fémis ou l'IDEX, c'était le cinéma de quartier. Et puis les hasards font que voilà, vous devenez ceci, cela, et un jour vous écrivez un scénario et on vous donne la chance et l'opportunité d'en être le réalisateur. Après, ben oui, vous découvrez que vous n'allez pas le faire tout seul, il vous faut des techniciens, il faut les choisir, on vous donne un conseiller technique. Mais c'est pas là qu'est le choix. Le choix, c'est par rapport à ce que vous avez déjà eu de désir par rapport au travail de quelqu'un. Moi, j'étais passionné, jeune homme, par le cinéma de Michel Deville. Voilà, je ne sais pas pourquoi, j'adorais ce cinéaste et j'adorais son travail. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de choisir réellement mon directeur de la photographie, j'ai choisi Claude Lecomte parce que Claude Lecomte était le directeur de la photographie ou chef opérateur, comme vous voulez, de Michel Deville. Donc, c'était un désir. C'était un désir pour le bonhomme, je ne le connaissais pas, je ne savais pas à quoi il ressemblait, mais je savais son travail. Voilà. Donc, j'ai eu envie de lui. J'ai eu envie que l'image que j'ai vue dans de nombreux films de Michel Deville dont il assurait la photographie, j'ai eu le désir de lui. Et de la monteuse de Michel Deville aussi, au passage. Vraiment une vidéo merveilleuse, mon Dieu. Ben voilà, c'est une question de désir. Quant à Jean-Marie Drejoux, voilà, j'ai un projet terrifiant sur la guerre de 14. Et j'ai un producteur avec qui j'ai fait le grand chemin. On travaille sur ce projet. Et il veut absolument me montrer un film qu'il vient de produire, qui a été tourné par Bernard Giraudot, voilà, qui s'appelle Les Caprices d'un fleuve, et je le vois. Et voilà, je tombe amoureux de la photographie merveilleuse, qui n'avait rien à voir avec mon projet, parce que, oui, Les Caprices d'un fleuve, c'est en Afrique, c'est extrêmement lumineux, c'est gorgé de soleil et de sensualité, et moi je vais aller tourner à Verdun par moins 10, donc évidemment qu'on ne va pas faire la même image, mais cette beauté de la photo, voilà, j'ai eu envie que ce soit cet homme-là, j'ai eu le désir que cet homme-là me dise oui pour faire l'image de Marthe, voilà, c'est tout. Bon. On va peut-être s'arrêter là, parce que ça fait un peu plus d'une heure qu'on parle, et puis qu'on a le temps un peu de la dédicace. Donc je remonte où mon livre a disparu. Ah bah il circule, c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Donc un grand merci à Caroline Champetier, à Agnès Baudin. À tous les autres qui ont participé à l'ouvrage. Et à ceux qui étaient présents. Ouais.